Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 1. Des riches qui s'amusent. Il serait 14 millions de millionnaires en euros, sur la planète. Il serait 1645 milliardaires. La moitié des richesses mondiales sont entre les mains de 85 personnes. L'autre moitié est détenue par 3,5 milliards de personnes. Cherchez l'erreur. Où se trouve donc le droit des personnes à l'acquis et au partage? Toutefois, la répartition n'est pas aussi simpliste. Un Américain posséderait à lui seul 56 milliards d'euros. Il serait suivi d'un Mexicain possédant 52 milliards d'euros. Un Espagnol compléterait ce podium avec 46 milliards d'euros. Cette répartition des fortunes personnelles a donc une hiérarchie. La moitié des 35 000 habitants de Monaco seraient au moins millionnaires. Leurs extravagances n'ont d'égal que le volume de leur richesse. Leur jeu favori consiste, pour se divertir, à organiser des soirées particulières, où ils n'hésitent pas à surenchérir leur tempérament de flambeur. Ils appelleraient cela une « battle » ou pluie de Jéroboam de champagne de très grande marque. Le vainqueur de cette bataille étant celui qui totalisera le plus grand nombre de bouteilles. Ces bouteilles de 5 litres seraient facturées jusqu'à 30 000 euros pièce. La facture peut dépasser les 300 000 euros, pour un seul client, chaque nuit. À titre d'exemple, un seul consommateur aurait commandé 200 bouteilles de champagne millésimées, plus 6 Jéroboam, plus 3 Mathusalem, pour une facture de 380 000 euros, ainsi consommée en une soirée. Toutefois, ce record aurait été battu. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un petit amusement. Les propriétés de ces richissimes sont ultra protégées. Pour ce qui est visible de l'extérieur, les moyens, high-tech, y sont particulièrement performants. Des patrouilles de garde véhiculées sont assistées par des caméras thermiques, des détecteurs de mouvement, des faisceaux lasers et des kilomètres de clôture. Devant chaque entrée, des gardes surveillent les accès. Leur domaine couvre souvent des superficies inavouables, au cœur même du département des Alpes-Maritimes. Leurs voitures valent, chacune, plusieurs millions d'euros. Les bijoux offerts à leurs compagnes valent des centaines de milliers d'euros, pour les plus modestes. Le business des people est organisé en divers écosystèmes. Quant aux impôts, allez savoir. Leur conscience est-elle organisée? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 1. Les centres commerciaux. Toutes les villes de France possèdent leur zone commerciale. Les villes plus importantes en possèdent plusieurs. Les villages eux-mêmes essaient de se distinguer avec des zones plus modestes appelées pudiquement zones artisanales. Le système d'implantation est bien rodé. Un grand magasin, essentiellement axé sur l'alimentation, mais pas seulement. Ce pôle d'attraction, la locomotive, est entouré d'un alignement d'une quarantaine de magasins, distribués à partir de différents ronds-points et munis de ces parkings gratuits. La grande majorité de cette organisation appartiendrait au même consortium de l'AFM, Association française du marketing, et qui regrouperait 600 sociétaires. Leur nouveau slogan fédérateur, le nudge marketing. De quoi s'agit-il? Que vous soyez chef d'entreprise, marketeur, publicitaire, décideur politique ou responsable d'organisation, une chose est sûre, vous pouvez transformer les habitudes du public à partir d'interventions apparemment mineures. Et pour cela, une seule règle, comprendre les ressorts de la prise de décision chez les individus et élaborer une stratégie adaptée. Vous souhaitez mieux comprendre ce qu'est le nudge marketing, maîtriser les méthodes d'analyse des réseaux sociaux, identifier les nouvelles problématiques du monde des médias et de la communication, déterminer comment le marketing peut accompagner et stimuler l'innovation, et ou améliorer vos techniques de collecte et d'analyse de données quantiques (AI). Ces rencontres sont également ouvertes aux non-adhérents qui peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir la communauté AFM.
Journée AFM IREP sur la communication et les médias, nudge marketing, marketing de l'innovation, analyse des réseaux sociaux, collecte et analyse des données, atelier de l'écriture. L'AFM rassemble une communauté de près de 700 membres, composée essentiellement d'enseignants-chercheurs et de doctorants, dont l'objectif est à la fois de publier dans les meilleures revues internationales et d'être à la pointe des avancées théoriques, méthodologiques et pratiques de la discipline. Depuis plusieurs années, l'AFM propose ainsi une multitude de services et d'événements dans le but de mieux accompagner les membres de la communauté, ateliers d'écriture, ateliers d'approfondissement, club AFM, journée Syntec et IREP, partenariats de recherche, Kantar, etc. L'AFM propose désormais de regrouper une partie de ces événements au sein de rencontres AFM organisées chaque année en hiver, mars, et en automne, novembre. Objectif. Les rencontres AFM poursuivent plusieurs objectifs. 1. Concentrer les événements de l'AFM pour leur donner davantage d'audience, de visibilité et d'accessibilité, en particulier pour ceux qui résident loin de Paris, province, étrangers, et qui ne peuvent pas multiplier les allers-retours, transports, hébergements, etc. 2. Créer 2 autres moments forts durant l'année, en complément du congrès annuel du mois de mai, afin de maintenir un lien permanent avec les membres de l'AFM. 3. Structurer une véritable formation continue, afin de mieux accompagner les membres de l'AFM dans leurs activités de recherche et d'enseignement. A. Ouverture aux nouvelles théories, méthodologies et pratiques du marketing, journée, club, atelier. B. Accompagnement dans les activités de recherche, ateliers, partenariats, international. 4. Permettre davantage de fertilisation croisée entre les managers, les chercheurs et les enseignants dans le but de faire émerger de nouvelles recherches, de nouvelles formations et de nouvelles pratiques managériales. Organisation. Chaque rencontre de l'AFM rassemble les participants dans un même lieu afin de favoriser les échanges et les liens sociaux. Les rencontres de l'AFM constituent un véritable service pour les adhérents de l'AFM. Chaque participant se voit proposer un programme, à la carte. Il peut soit participer à l'ensemble de la rencontre, soit sélectionner les thèmes et les jours qui lui correspondent. Intervenant, Boris Moscarola, directeur général du groupe Sphinx. Les adhérents de l'AFM en 2015 ou 2016 peuvent bénéficier gratuitement du logiciel Sphinx. Réaliser ces enquêtes et collecter les données. Utilisation de la scénarisation dans les questionnaires en ligne, rotations aléatoires, multiformulaires, calcul dynamique. Générer des stimuli pour développer le Quanticali, construction et exploitation des murs d'images. Omnicanal et enquête, quelles solutions pour collecter ces données et comment évaluer l'effet d'un média sur la qualité des réponses. Analyse Quanticali des données. Préparer son jeu de données, qualification, nettoyage et redressement. Du verbatim à l'analyse thématique, comment exploiter l'analyse lexicale et le multivarié pour faire parler ces données. Atelier d'approfondissement, analyse des réseaux sociaux. Intervenant, Damien Renard, professeur associé à l'Université catholique de Louvain, UCL. Accueil et vérification de la configuration du logiciel GFI sur les ordinateurs personnels. Le logiciel GFI est à télécharger gratuitement. Introduction à l'analyse des réseaux sociaux et définition des concepts associés, centralité, modularité, etc. Mise en application sur des données réelles. Regard croisé sur le nage marketing. Animateur, Pierre Vol, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Intervenant. Étienne Bressou, directeur Conseil Innovation et Marketing Sciences, BVA, de l'économie comportementale au nage, application politique et marketing. Laurie Balbo, professeur assistant, département marketing, Montpellier Business School, Nagise, innovation et communication. Béatrice Parguel, chercheur Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Dauphine, l'étiquetage environnemental comme nage. Christophe Benave, professeur à l'Université Paris-Ouest, les nagistes dans le marketing des plateformes. Table ronde le futur du nage marketing, validité et utilité. Rencontre AFM IREP sur la communication et les médias. Persuasion, influence et résistance. Coordonné par Mathilde Goletti et Virginie Péprard, Université Paris 2 Panthéon-Assas. Accueil par Zisla Belia, présidente de l'IREP, Institut d'études et recherches publicitaires, et Pierre Vol, président de l'AFM.
Présentations et regards croisés d'experts de l'IREP sur les stratégies de communication. Intervenants et titres des présentations. Imen Baker et Pierre Valette Florence, Institut d'administration des entreprises de Grenoble, l'usage des émotions négatives en communication de santé publique, étude des effets de la peur, la culpabilité et la honte. Ludovic Pruch, Laurent Bertrandia et Éric Vernet, Institut d'administration des entreprises de Toulouse, l'empowerment psychologique du consommateur par Internet lors d'un achat de services. Marie-Laure Moore, Institut supérieur de gestion, et Patricia Gurvier, AgroParisTech, proposition d'un modèle intégrateur de la résistance aux messages anti-tabac. Regard croisé sur le marketing de l'innovation. Animatrice, Emmanuelle Le Nagar, ACEIAG, professeur à l'ESSEC. Présentation Hubert Gatignon, Professor of Marketing, INSEAD, Innovation Strategies for Sustained Growth, AN Assessment of the State of the R&D Research Direction. Table ronde chercheur-manager autour de l'innovation avec Hubert Gatignon, professeur à l'INSEAD. Sébastien Jumel, directeur général EDLIA, filiale EDF. André Benoît de Jaeger, directeur associé de Capgemini Consulting, directeur innovation du bureau de Paris. Nathalie Rouvet-Lazare, président-directeur général, Coeri. Session parallèle, atelier d'écriture de l'AFM. Coordonné par David Gautland, professeur à Grenoble École de Management, GEM. Introduction par Nilos Caglar Toulouse, rédactrice en chef de la revue Recherche et Applications en Marketing, Comment publier. Échange entre des lecteurs et des auteurs sur leurs articles de recherche. Lecteurs. Sonia Capelli, professeure à l'Université Lyon 3, Institut d'administration des entreprises. David Gautland, professeur à Grenoble École de Management, GEM. Gilles Ngoala, professeur à l'Université de Montpellier, Montpellier Management, MoMA. Bernard Prat, professeur à l'Université Paris-Dauphine. William Sabadi, professeur à l'Université Lyon 3, Institut d'administration des entreprises. Auteur. Nora Bezas-Zegache, docteur, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Marine Cambefort, doctorante à l'Université d'Aix-Marseille, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'INJT. Éric Cazenave, enseignant-chercheur à l'École de management de Strasbourg. Sherazade Gatfaoui, maître de conférences, Université Paris et Marne-la-Vallée. Abid Tarek, enseignant-chercheur, vacataire au groupe Sub de Compagnie La Rochelle. De nouveaux centres commerciaux, dits de dernière génération, seraient en cours d'implantation. Ils couvriraient 60 000 m² et seraient répartis sur des terrains allant de 15 à 17 hectares avec 3 000 places de parkings et 80 boutiques. Il s'agirait là, selon leurs investisseurs, de l'avenir du commerce français, dénommé Open Key Shopping Center. Des investissements à plusieurs centaines de millions d'euros. La rentabilité de ce type d'investissement serait prévue à 7%, plus avantageuse que la location à 3% ou le livret à 0,0%. Ce schéma, qui apparaîtrait jusque-là classique, s'accompagnerait de zones supplémentaires de la restauration, des loisirs, de la culture, etc. La France comptabiliserait actuellement plus de 16 millions de kilomètres carrés de centres commerciaux depuis 45 ans. Annuellement, ce sont 3 milliards d'utilisateurs qui les arpentent. Avant les clients, ce sont les marques qui favorisent leurs ouvertures. Les maires des communes y seraient également particulièrement sensibles pour le volume économique qu'elles leur apporteraient, directement ou indirectement. Les déplacements des consommateurs sont testés, analysés, suggérés. Les magasins locomotives sont disposés de telle manière que le consommateur ait l'obligation de passer devant toutes les enseignes. La répartition de chaque magasin de la galerie marchande est disposée selon un plan parfaitement programmé. Il en est de même pour la répartition des denrées qui est constamment modifiée afin que l'acheteur passe devant les produits dont il n'a pas besoin, mais dont on va le convaincre de devoir acheter par un slogan publicitaire adapté et un tarif apparemment attractif. Tous les emplacements stratégiques ont donc une grande importance. Toutefois, c'est le propriétaire du centre commercial qui répartit les emplacements. Tout est consigné dans le contrat d'exercice. Pour les enseignes, le coût de la mise en exploitation, très élevé, est tributaire de son attractivité. Une enseigne qui n'obtient pas le volume de chiffre d'affaires exigé est rapidement remerciée, car il nuit à la bonne santé commerciale de l'ensemble.
Ces centres commerciaux ne se situent pas tous en périphérie, ils essaieraient aussi de s'insérer dans certains centres-villes. Les implantations des enseignes sont scrupuleusement étudiées. L'espace commercial, lui-même, doit être réparti sur des zones où le revenu moyen des habitants est fort et où le taux de chômage est faible. Le montant du loyer restant l'élément décideur. Les spécialistes appellent cette stratégie le maillage. Un maximum d'implantation permettant d'atteindre un volume de clientèle plus important. Les enseignes sont mondialisées et présentes partout où elles le peuvent. Certaines auraient jusqu'à plusieurs centaines de boutiques. Elles sont financées, soit par des actionnaires, soit par des fonds d'investissement. Un salon international annuel est organisé par le MAPIC de Cannes où les promoteurs proposent leurs nouvelles implantations aux enseignes internationales. Les périodes de crise économique ne les atteignent que modérément. C'est le volume global de l'ensemble des boutiques qui importe. Le maintien de leur marque sur les sites est prépondérant. Cela explique que la progression des implantations aurait été de 60% sur les 15 dernières années, pendant que la progression de la consommation n'a été que de 36%. La surface des centres commerciaux aurait doublé au cours des 10 dernières années. La concurrence y est évidemment impitoyable. Lorsqu'une zone commerciale a été implantée au nord d'une ville, les promoteurs s'efforcent d'en implanter une seconde au sud. Cela devient une mégapole de magasins. Ces mastodontes commerciaux ruinent tous les commerces de proximité pour des dizaines de villes et villages adjacents sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, à partir de leur centre. Leur conscience, quelle conscience? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 1. Les grands perdants. Les centres-villes et leurs petits commerces. Les petits commerçants ferment les uns après les autres. Ils sont rapidement mis en faillite. C'est alors le désert commercial qui s'installe et qui entraîne irrémédiablement les fermetures en cascade. Ils sont aussi pénalisés par les parkings des centres-villes, tous payants. Puis, par les vendeurs de rue, qui depuis 2008 sont autorisés à vendre leurs marchandises dans les centres-villes, après l'obtention d'une autorisation communale. Depuis le 4 août 2008, la loi ne donne plus de définition de l'activité ambulante. Les Espagnols ne s'en priveraient pas. Ils viennent vendre leurs oranges à 1 euro le kilo, par 10 kilos, pour ne citer que cet exemple. La contestation serait en train de s'établir pour pouvoir lutter contre l'invasion des centres commerciaux. Des manifestations populaires seraient organisées. Les citoyens se mobiliseraient pour refuser désormais ces constructions à outrance, résultant d'une exagération devenue insupportable. Les centres commerciaux ont changé les modes de vie. Ils obligent les consommateurs à devoir effectuer des trajets véhiculés, dans un environnement artificiel et complètement asocial. La consommation de masse des grandes surfaces détruit irrémédiablement le tissu social normal des communes. C'est le commerce des zones commerciales qui génère le plus de déplacements et non le travail. Ils s'installent, la plupart du temps, sur des espaces agricoles productrices de nourriture. Que font les chambres de commerce? Lorsque les directeurs de grands centres sont eux-mêmes directeurs ou directeurs adjoints des chambres de commerce, la question ne se pose plus, des recours de citoyens, devant une commission nationale, reste le dernier rempart, où 8 projets d'implantation sur 10 obtiennent cependant l'accord. Seule la Cour d'appel administrative peut casser les décisions favorables d'implantation. Les élus des communes sinistrées, non impactées économiquement par les centres commerciaux signent des pétitions. Quant aux communes impactées, elles deviennent les super-puissances économiques de leur région. Les communes qui cherchent à riposter le font en créant leurs propres ZAC, zones d'activité commerciale. Les centres commerciaux peuvent-ils supporter de telles expansions incontrôlées? Non, bien évidemment, et c'est à celui qui pourra absorber l'autre et c'est bien sûr le plus important qui gagne. La loi, Royer, censée pouvoir réguler l'expansion de ces centres ne fonctionne pas. Les présidents des conseils généraux soutiennent tous les projets commerciaux, en permanence. Où chercher l'erreur? Pendant ce temps, les villes deviennent des cités dortoirs. Il s'agit d'un combat entre des projets de société. Ce sont les usines de consommation contre le bien vivre ensemble des villes et villages de France. Chaque année, en France, 500 000 mètres carrés de centres commerciaux supplémentaires sont accordés.
Une conscience, quelle conscience? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 1. Des moyens de lutte. L'extension inconsidérée des surfaces de vente dans les zones périurbaines et ses conséquences sur la vie locale devient un souci légitime pour les maires, non concernés. Lutter contre les stratégies économiques des grands distributeurs et des investisseurs n'est pas aisé. Que faire des friches commerciales? La France est l'exemple que les autres pays européens ne veulent surtout pas suivre. Il apparaît évident que les élus locaux sont les principaux responsables du dérapage constaté sur la prolifération des autorisations d'implantation des centres commerciaux. Seulement, la situation des centres-villes devient maintenant catastrophique. Leur seul recours devient une taxation des friches commerciales. Pourquoi? De nombreux propriétaires des magasins des centres-villes ne font pas les travaux nécessaires à la restauration de leurs propriétés non louées. Sous la pression des municipalités, des travaux sont engagés pour durer plusieurs années et ne jamais être terminés. Les centres-villes deviennent ainsi des zones en ruine. Pourquoi agissent-ils ainsi, alors que cela irait à l'encontre de leurs propres intérêts? Ils sont souvent, aussi, les investisseurs des centres commerciaux. Ce sont des sociétés d'investissement immobilier cotées qui sont les principaux constructeurs des centres commerciaux. Ceci pourrait évidemment expliquer cela. Il pourrait aussi y avoir des ententes, rémunérées, plus rentables. Ils mettent en place une procédure très dissuasive à la location des locaux et qui consiste à demander des montants de loyers irresponsables, afin de décourager tout nouveau candidat au développement d'une activité commerciale en centre-ville. La répartition des chiffres d'affaires commerciaux se réalise à concurrence de 62% en zone périurbaine, 25% en centre-ville et 13% dans les quartiers. Il serait prévu que dans les prochaines années un quart des commerces du centre-ville fermerait. La conséquence en est une paupérisation progressive des centres-villes. La crise économique et la restriction des aides de l'État contraignent les collectivités locales, incapables de pouvoir soutenir leurs efforts de financement, qui les incitent à soutenir une prolifération irraisonnée des zones commerciales, par des accords particulièrement généreux. C'est donc une action conjuguée à partir de la stratégie des distributeurs, des mécanismes financiers et de l'action des collectivités locales qui aboutit à tous ces dérapages. Cette politique est un désastre annoncé à moyen terme, par un effondrement économique de toutes ces structures. Cela s'est déjà produit aux États-Unis. De très grands centres commerciaux sont laissés à l'abandon et cela commence en France, en plus des commerces des centres-villes. Certaines communes cachent la misère en décorant les vitrines laissées à l'abandon. D'autres revendent les anciens locaux commerciaux pour qu'ils soient transformés en locaux d'habitation. Ces deux solutions ne réhabilitent pas le commerce de proximité. Toutefois, une taxation des friches commerciales peut être décidée par une commune ou par une collectivité locale, au bout de 2 ans d'inoccupation à raison de 10, 15 et 20% sur les 3 années suivantes. Cela devrait permettre d'alléger les charges générées par ces friches, auprès des contribuables et peut-être aussi, à inciter les propriétaires à rénover, puis à louer leurs locaux. Il apparaît pourtant évident que c'est sur les contribuables, comme d'habitude, que se fera le remboursement du « crack » annoncé dans l'immobilier commercial et maintenant devenu inexorable. Encore une conscience défaillante. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 1. Production et répartition. L'activité économique permet une production de biens et de services. Le résultat de l'activité est aussi appelé le produit national. Il doit être ensuite réparti entre les producteurs. Il y a d'un côté le processus de production et de l'autre les revenus résultant du processus. Chacun des acteurs, qu'ils soient impliqués dans l'élaboration du processus de production, ou dans la création des produits induits par le processus de production, doit pouvoir récupérer la partie qui lui revient. Il y a donc une part qui revient au créateur du processus, sous la forme de bénéfices et une part qui revient au créateur des produits et services, sous la forme de salaire. Les uns sont les propriétaires et les autres sont les exécutants. Cette répartition crée d'un côté une comptabilité des entreprises et de l'autre une comptabilité des ménages. Il y a aussi, bien évidemment, une comptabilité publique, propre à chaque pays.
C'est parce qu'il y a un État qui est chargé de réglementer le bon fonctionnement de l'ensemble et de pallier éventuellement aux défections des entreprises privées que la société humaine peut s'harmoniser et fonctionner à peu près correctement. Les services faisant fonctionner cet ensemble s'appellent des administrations. La comptabilité nationale permet d'évaluer l'ensemble des activités économiques et d'établir le produit national correspondant à chaque pays. Les facteurs de production sont déterminés par les ressources naturelles, par les facultés d'innovation, par le capital investi et par le travail effectué permettant cette production. La rentabilité de la production est aussi déterminée par le ratio existant entre la population active, les entrepreneurs et les salariés et la population inactive de chaque pays. Dans la population inactive sont comptabilisés les enfants, les retraités, les chômeurs occasionnellement privés d'emploi et les personnes en recherche d'emploi. Par exemple, si un pays est crédité d'un nombre de personnes à la recherche d'un emploi supérieur au nombre d'emplois pouvant être créés par les facteurs de production, cela va engendrer un chômage de masse persistant et augmentant. Cette situation créera des déséquilibres économiques ne pouvant pas être supportés par un État qui devra emprunter pour pouvoir continuer à faire fonctionner le pays. Ces recettes deviennent insuffisantes pour pouvoir couvrir ces dépenses de fonctionnement. Les biens et les services résultent des facteurs de production du capital et du travail et il est régulé par les administrations. L'offre de travail dépend du volume de la population active, des taux d'activité et de la capacité globale des emplois pouvant être créés par le système économique privé et étatique. L'ajustement entre l'offre de travail et la demande de travail n'est jamais équilibré. Il dépend de certains déséquilibres locaux, sectoriels, professionnels, de mobilité, d'adaptations et des techniques de production. Il dépend aussi des capacités d'accroissement du capital dont dispose chaque pays et de ses capacités d'investissement. Les capacités d'investissement sont le résultat de l'épargne créée par les agents économiques. Les agents économiques qui épargnent plus qu'ils n'investissent vont pouvoir prêter leur surplus d'argent. La création monétaire sert justement à réguler les flux du besoin d'échange entre les différents acteurs économiques. Elle sert d'intermédiaire dans les échanges, mais elle est aussi un instrument de mesure et de réserve des valeurs. Elle est à la fois matérielle, par la création de billets et de pièces servant aux échanges quotidiens, mais elle est également immatérielle par les transferts de capitaux qui s'effectuent à la vitesse de la lumière. La valeur monétaire repose sur le niveau de confiance établi par ses utilisateurs, par la coutume et surtout par les pouvoirs publics qui déterminent son unité de compte et qui déterminent aussi son unité de paiement. Cela explique les divergences de valeur monétaire entre les pays. Qui crée la monnaie? Exclusivement les banques qui ont la faculté de créer la monnaie qu'ils prêtent. Les banques nationales sont chargées de réguler ces émissions monétaires et de leur volume ainsi que la création des billets et des pièces. La masse monétaire est constituée de l'ensemble des moyens de paiement mis à la disposition des différents acteurs économiques. Le prix établi sur les marchandises et les services sont le résultat d'un taux d'échange, lui-même établi par la valeur monétaire. Il est évidemment le résultat de la confrontation entre les possibilités de l'offre et celles de la demande. Les pouvoirs publics utilisent aussi des mécanismes de régulation. Toutefois, que le régime soit en situation d'équilibre, de monopole ou d'oligopole, les prix sont d'abord fixés par les producteurs et les vendeurs qui souvent orientent également la demande. Les pouvoirs publics, quant à eux, fixent les tarifs des services publics en fonction des coûts déterminés. Ils peuvent également imposer les tarifs de certaines denrées ou services de base. Une hausse des prix peut devenir inflationniste. L'inflation va résulter d'un déséquilibre sectoriel ou global créé par des augmentations réalisées à la source de la production. Elle peut aussi résulter de l'intransigeance des structures économiques et des secteurs de vente. Des phénomènes cumulatifs s'enclenchent souvent dès la mise en œuvre d'une situation de crise. L'inflation a des conséquences économiques et sociales souvent irréversibles. L'inflation rampante aboutit souvent à une inflation galopante. Les causes inflationnistes doivent être rapidement détectées pour pouvoir être jugulées. Pourquoi les prix des biens et des services augmentent-ils? Un prix est établi en fonction de certains critères tels que le marché, la qualité de la prestation, la concurrence, etc. Le prix est d'abord tributaire de ses coûts de revient. Les coûts de revient concernent les achats, la production, la distribution, la promotion, les services administratifs.
Il est ensuite tributaire de la marge commerciale qui est la valeur apportée par l'entreprise. La rentabilité de l'activité permettant d'améliorer les performances de l'activité économique considérée. Les pratiques sont très différentes entre les secteurs économiques. La bonne marge est celle qui permet de bien vendre un produit ou un service afin d'assurer la pérennité de l'activité commerciale. À cela s'ajoutent les impôts et les taxes et notamment la taxe à la valeur ajoutée. La TVA représentant une source de revenus très importante pour un État. Il suffit qu'un élément entrant dans la composition du prix augmente, pour que le prix de vente augmente en conséquence. Dans les faits, le prix de vente n'augmente pas en proportion des augmentations répercutées. En effet, les marges sont établies à partir des coefficients d'augmentation appliqués. Autrement dit, un produit d'une valeur précédente d'achat à 100 € et qui subit un coût supplémentaire de 10 € devrait être vendu 110 €. Eh bien cela n'est pas le cas, parce que si, par exemple, le coefficient d'augmentation établi à partir des coûts de revient de base est de 20%, le prix de vente sera de 100 plus 10 par 20%, soit 132 €, encore augmenté par le montant du taux de la TVA. Pourquoi ces mêmes prix augmentent-ils de façon inflationniste en période de crise économique? Tout simplement parce que les taux appliqués, à chaque échelon, s'ajoutent en cascade sur le prix de vente, en évoluant sans cesse. L'inflation devient alors galopante et incontrôlable. Le passage d'une valeur monétaire à une autre favorise aussi ce type d'inflation. C'est cela, la conscience commerciale. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le